Bonjour à tous. Ce que l'on fait les premières heures de notre journée détermine très souvent ce que l'on peut faire de celle-ci. Et si vous avez décidé de démarrer votre journée avec Matin Bonheur, c'est que vous avez décidé d'enrichir votre journée. N'est-ce pas Marco? Bonjour. Nessi, bonjour à vous, bonjour à tous mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. C'est en direct d'Abidjan. Abidjan vous dit bonjour et surtout Abidjan fait un clin d'œil à la Californie. Bienvenue à Matin Bonheur. Voilà, magnifique, hein, n'est-ce pas, que vous avez pris plaisir à faire le tour de la Californie avec nous. Voilà. En quelques secondes, on a le tour de la Californie. Oui, on a fait le tour. C'est 1450 km, c'est énorme et c'est magnifique. On a vu quelques points qui pourraient nous intéresser quand même pour aller y faire un tour. C'est l'État le plus peuplé des États-Unis, aussi l'un des États les plus riches du monde. La Californie est plus riche. On dit souvent que la Californie est la 5e puissance mondiale. Californie, pas les États-Unis, à elle seule. C'est tout dire, n'est-ce pas d'ici? Et je suis sûre qu'en Californie, Marco, il y a des Solanges là-bas. Il y a des Solanges. Des Solanges, oui, de très très belles Solanges, comme Solange Knowles, la sœur de Beyoncé Knowles. Beyoncé, effectivement. Ah, je connais quand même. Et comme ma tata Solange aussi, Solange Ala. Oui, et voilà. Puis Mémé Solange, reste in peace, voilà. On salue toutes les Solanges aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous sommes le 10 mai 2018, c'est la fête de l'Ascension. À cet effet, nous aurons le grand plaisir de discuter dans quelques instants avec le vicaire de l'église Saint-Jean de Cocody, le père Agnès, qui sera avec nous, qui vient d'entrer dans ce studio et qui montre que la ponctualité fait partie donc des vertus de l'église catholique. Nous allons discuter avec lui dans quelques instants, parler bien sûr de la symbolique de l'Ascension. Mais Solange, c'est du germanique sul, colonne, pilier, ange, angile, pointe, lance ou l'enclon. Les Solanges sont des femmes de nature très enjouées, insouciantes. Elles refusent les complications, comme Nessi, dans leur vie professionnelle et sentimentale, pour simplement se contenter de ce qu'elles ont. Elles savent user et abuser de leur charme auprès des hommes. Ça, je ne sais pas si Nessi est comme ça. Oh non, je ne suis pas Solange. Je ne suis pas Solange. Nessi, c'est sûr qu'on n'aura pas Nessi dans le calendrier, mais je vous ferai mon portrait très bientôt. Oui, à l'occasion de votre anniversaire, c'est le 15 mai. Le 15 mai. Et aujourd'hui, Marco, c'est l'anniversaire de Adama Dolo. Quand je dis Adama Dolo, vous savez de qui je veux parler? Monsieur Adama Daiko, l'un des humoristes les plus
inspirés, les plus féconds de sa génération, célèbre, nous dit-on, 50 ans aujourd'hui. Et ça s'applaudit, franchement. Wow. Ouais, yes. C'est pas donné à tout le monde. Attendez, c'est moi seul qui applaudit. Bah oui, je suis là. Abbas, ne soyez pas aigri, applaudissez quand même, c'est votre doyen. Abbas souhaiterait être célébré, mais il est né vert. On ne connaît pas sa date exacte. Oui, on est encore sur les traces de l'instant de naissance d'Abbas. Mais en tout cas, Adama Daiko, excellent anniversaire. Et puis vraiment, on espère toujours des inspirations dont il a seul le secret. Le secret, c'est partout également. Le secret dans la vie, dans l'humour, le secret dans le travail qu'on fait, surtout le secret du corps. Pour qu'il soit beau, ça donne... Ça donne la gym avec notre coach Carl. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est coach Kadi. Aujourd'hui on va travailler principalement au sol, on va se concentrer sur nos abdos, on va se concentrer un tout petit peu au début, on va travailler la stabilisation au niveau de nos épaules. Donc vous avez juste besoin d'un tapis, une serviette, une bouteille d'eau et c'est parti. Alors, on va se mettre sur le bord de notre tapis, on va faire des déplacements, on va garder les bras. On va lever les bras vers le plafond, on va descendre, on va avancer, on va partir le plus loin qu'on peut. Dans cette position-ci, on veut garder le bassin en haut. On refuse d'avoir le bassin en bas, sinon vous allez avoir mal dans le bas du dos. On garde le bassin en haut, on va emmener jambe droite, main droite vers l'extérieur. On va tourner du côté de la jambe qui est vers l'avant. On va ramener la main au sol. On ramène la jambe et on change de jambe. Jambe gauche, main gauche et on tourne. On revient, on ramène et on va s'étirer un tout petit peu. On va pousser le bassin vers le haut et on revient encore une fois en position planche et on repart. Jambe droite, main droite, on tourne. On revient, on change. Jambe gauche, main gauche, on tourne, on revient, on étire un tout petit peu, pousse le bassin vers le haut, on ramène une dernière fois, jambe droite, main droite, on tourne et on revient. Jambe gauche, main gauche, on tourne, on revient et on s'étire un tout petit peu encore une fois. Alors, cette fois, on ramène le haut du corps vers l'avant, position planche, et on emmène le genou à l'intérieur. On ramène la jambe, on tire, et on change de jambe. On ramène le genou à l'intérieur, hop, et on repart. Tire, on revient. 2. Super important d'avoir les mains juste en dessous des épaules. On revient, hop, quand on vient vers l'avant, une dernière. Genou à l'intérieur, dernière de l'autre côté, genou à l'intérieur et on relâche. On pose les genoux, on va s'asseoir sur nos chevilles, on garde la tête en bas, on respire un tout petit peu et on va finir ça sur le dos. Alors, on va tourner, on va s'allonger sur le dos, on va garder les jambes en haut. On va garder les bras vers nos orteils. Et l'objectif, c'est de monter pour aller toucher nos orteils et on redescend. Et on y va. 1. On expire, on reste et on revient. 2. Expire, on reste et on revient. On part pour 3. Expire, on reste et on revient. Pour ceux qui ont mal au cou, je vous invite à garder une main en arrière juste pour soutenir votre tête. Hop. Et on revient. Encore 5 autres. Expire, on monte. Et on revient. 4. 3. On part pour 2. Et une petite dernière. 1. Et on ramène. On ramène les genoux dans la poitrine. On se bascule tout doucement de gauche à droite pour relâcher le bas du dos. Et on s'assoit. Excellent tout le monde. Alors j'espère que vous avez senti vos abdos travailler, que vous savez ce que vous avez senti vos épaules travailler. Nous on vous souhaite de passer une agréable journée et on vous dit à demain.
À demain, coach Karl Kadi. Il est 6h05 à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire et même à Saint-Jean, l'église Saint-Jean de Cocody. C'est à quelques encablures seulement de la radiodiffusion de télévision ivoirienne. Et nous recevons donc le père Yannick Agnès qui est avec nous. C'est cela? C'est bien cela. Merci d'être avec nous. Quand on regardait le sport tout à l'heure, vous aviez parlé de la natation. Vous, votre sport, c'est la natation. C'est-à-dire que voilà, à tout niveau, le sport, c'est très important pour s'épanouir. Bonne fête de l'Ascension à vous. Merci à vous, pareillement. On va en parler tout à l'heure de la symbolique vraiment de ce moment très important pour tous les chrétiens en général. Mais avant, voici un reportage pour nous situer un peu le cadre de cet important moment spirituel. L'ascension, c'est-à-dire la montée du Christ dans la gloire avec son Père. Et c'est la fête. C'est étonnant, c'est même bizarre. Le Christ s'en va, le Christ nous abandonne et nous fêtons ce départ. C'est encore plus curieux parce que si vous allez dans les gares le vendredi soir, c'est la grande joie parce que les voyageurs arrivent. Le dimanche soir, c'est un peu glauque. Parce que les gens s'en vont. Pourquoi donc c'est la fête? Eh bien, l'Église n'a pas peur de dire que c'est la fête pour 3 raisons. La première raison, c'est que Jésus reviendra. C'est notre immense espérance. Et nous attendons avec joie, avec impatience même, le retour du Christ, comme on attend le retour d'un voyageur que l'on aime. La deuxième raison, c'est que avec l'ascension de Jésus, notre nature humaine, le corps humain, monte au ciel et est à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que le monde de Dieu et le monde des hommes s'unissent. C'est incroyable. À la droite du Père, il n'y a pas un ange, il n'y a pas un archange, il y a un corps humain. La nature humaine est comme déifiée, divinisée. Et ça, c'est extraordinaire. La troisième raison, c'est que c'est le retour triomphal du Christ. Mission accomplie, un peu comme un général au lendemain d'une bataille. Les Romains le savaient bien. C'est le retour du Christ dans la gloire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. C'est le retour dans la gloire au ciel. On imagine la fête au ciel. Et du coup, là aussi, parce que c'est la fête au ciel, c'est la fête aussi sur la terre. L'ascension n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre. C'est-à-dire que Jésus nous quitte, au moins en apparence, et commence une autre histoire, celle des actes des apôtres, ou plutôt des apôtres en actes. Il reste un peu figé dans une attente un peu messianique. Il demande au Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume, que tu vas mettre en déroute les Romains? Le Seigneur leur dit, non, ça c'est pas mon temps à moi. Mon temps à moi, c'est de vous envoyer. Et tout tient en un verbe, en un mot, en un impératif. Allez annoncer la bonne nouvelle. Il donne les limites. Ce sera d'abord la Judée, la Samarie, puis ensuite les extrémités de la terre. Et ce temps de l'ascension est aussi le nôtre, puisque nous-mêmes, après, lointains héritiers des apôtres, nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette fête nous invite à prendre conscience que, puisque le Christ règne avec son Père, puisqu'il est assis à sa droite, alors il a tout vaincu. Il y aura des croix à porter, évidemment. Il y aura des souffrances encore à vivre, à endurer pour chacun d'entre nous. Il y aura ce mal à combattre dans le monde, mais rien n'arrivera que le Christ n'est déjà vaincu, n'est déjà dominé. Ces croix, ces souffrances se porteront évidemment avec l'aide de l'Esprit Saint, avec la force de l'Esprit Saint que les apôtres recevront le jour de la Pentecôte. Préparons-nous à le recevoir. Préparons-nous à le recevoir et nous avons sur ce plateau le Père Yannick avec qui on aura tous les détails concernant l'ascension. Et ça a commencé depuis la Pâque. Hein. Là, on a eu le temps de jeûne. Jésus a été crucifié, il a été ressuscité et aujourd'hui, on parle d'ascension. Expliquez-nous cette étape-là. Alors, lorsqu'on parle de l'ascension, tout de suite, dans notre entendement, c'est parler de la fête de la montée de Jésus-Christ qui monte 40 jours après Pâques au ciel. Et ça, c'est l'explication la plus facile à retenir. Mais lorsqu'on entre en profondeur, on voit qu'il y a d'autres éléments qu'il faut considérer. On peut peut-être les résumer en 3 points. Le premier élément, c'est que Jésus-Christ, par son ascension, entérine sa divinité. Vous voyez, dans le terme ascension, il y a cette étymologie latine, ascensio, qui veut dire, c'est l'action de monter. Donc Dieu monte au ciel. Et lorsqu'on connaît la pensée plus ou moins des Juifs qui étaient très versés en l'art des Écritures, ils savent que le ciel et donc les cieux, c'est le domaine de Dieu. Jésus-Christ qui monte vient donc pour montrer et attester sa divinité qui avait commencé depuis longtemps par son incarnation. Autre élément, c'est que à travers l'ascension, c'est la médiation de Jésus-Christ qui s'affirme. Voyez, le médiateur, c'est qui?
c'est celui-là qui a la possibilité de pouvoir établir un pont entre deux personnes. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre par sa naissance, son incarnation, et répare sur son Père. Donc, il fait bien ce lien entre nous et Dieu. Troisième élément qu'il faut comprendre dans l'ascension, c'est celui, en fait, que l'homme aussi est appelé à entrer dans le ciel, à prendre part à cette même grâce que le Seigneur nous fait. Et donc, c'est une invitation pour nous, chaque fois que nous célébrons l'ascension, à avoir les yeux figés pour se dire que, attention, toute notre vie, en fait, elle est appelée à aller rejoindre notre Dieu. C'est ce qu'on peut retenir de l'ascension. En gros aussi, l'ascension, c'est Jésus s'en va, mais on ne panique pas. On est heureux même s'il s'en va parce qu'il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Ça, c'est la théologie catholique qui nous fait savoir que, avec l'ascension, Dieu rentre dans un autre mode de présence. Ce n'est plus cette présence physique qu'il a partagée avec ses disciples, ses apôtres pendant 40 jours après la résurrection, mais c'est un nouveau mode de présence qui est plus intérieur, plus universel, et maintenant qui n'est plus en fait soumis aux limites du temps. Parce que Dieu peut se présenter à nous sans être soumis par ses limites corporelles. C'est ce nouveau mode de présence-là que l'Église essaie de pouvoir perpétuer à travers les sacrements, notamment l'Eucharistie. D'accord. Et comment s'est fait l'ascension? Devant une foule ou devant les disciples? Comment ça s'est fait? Si nous avons le témoignage et que les écrits, surtout Marc et Luc, qui nous parlent de l'ascension, aussi la lettre des apôtres qui nous parlent de l'ascension, c'est dit qu'effectivement, il y a eu des témoins qui étaient présents à cette période-là, parce que l'ascension s'est passée, lorsqu'on regarde un peu le chronogramme des différentes lectures que je viens de citer, l'évangile de Marc et l'évangile de Saint-Luc, on voit que c'est à la fin pratiquement de ces deux écrits-là que le Christ rassemble ses disciples et c'est sous les yeux qu'il monte vers son Père. Donc il y avait une présence humaine, les apôtres étaient présents. D'accord. C'était du côté de Béthanie. Hein? Il y a deux sources, il y a plusieurs sources. Il y a des sources qui nous parlent de Béthanie, d'autres qui nous parlent du mont des Oliviers. Cela se comprend parce que le mont des Oliviers, si je me rappelle bien de ma géographie biblique, est à moitié entre Béthanie et Jérusalem. Donc, c'est la tradition qui parle de Béthanie, comme c'est aussi qui parle du mont des Oliviers aussi. Il y a une symbolique puissante dans cette dernière rencontre du Christ avec ses disciples, avec tout. Il y a quelque chose de... Il y a en même temps, comme on a dit, on a vu dans l'élément, il y a en même temps un lien qui se coupe, mais qui se soude. Je ne sais pas, c'est magnifique, quoi. Théologiquement et puis spirituellement, on sent que c'est une coupure, mais en même temps, un nouveau mode de branchement. Justement, c'est une coupure parce qu'on ne va plus voir Jésus physiquement. C'est comme quelqu'un qui s'apprête à aller en voyage, il y a toujours ce petit pincement au cœur, la personne s'est dit qu'on ne verra plus, on ne sentira plus sa présence physique. Mais la nouveauté dans l'ascension, c'est que Jésus qui part, en fait, il ne nous laisse pas orphelins. Et c'est pourquoi quand il part, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il doit partir pour nous envoyer l'Esprit Saint qui nous donnera cette force-là pour continuer l'œuvre de l'évangélisation. C'est pourquoi l'ascension est célébrée 40 jours après Pâques et 10 jours après l'ascension, on reçoit l'Esprit Saint pour la mission à laquelle le Seigneur appelle ses apôtres. Alors, mon père, l'ascension et après? L'ascension et après? Après, j'ai failli dire que c'est toujours une invitation pour nous de dire qu'en fin de compte, toute notre vie, là, nous sommes appelés à pouvoir poursuivre l'œuvre du Seigneur. Et donc, l'ascension, pour nous, nous donne cette dynamique de pouvoir essayer de faire des activités qui nous permettront de pouvoir prendre part au ciel, nous aussi. Et on voit que dans l'ascension, cette préfiguration-là va annoncer plus tard aussi le mystère de l'Assomption pour la Vierge Marie. Et quelle est la conduite à tenir pour bénéficier des grâces de l'Ascension? La conduite à tenir, elle s'inscrit dans les mêmes dispositions que l'Église requiert pour tous ses fidèles. C'est-à-dire quoi? Essayer de vivre en état de grâce pour permettre aux uns et aux autres de recevoir tout ce que le Seigneur a prévu pour eux de toute éternité. Voilà, donc on peut par exemple, dans l'Antiquité, puisque vous savez, l'Ascension en réalité a commencé à être célébrée à partir du IVe siècle, lorsque l'Église a commencé à avoir une paix. Et à Jérusalem, déjà, cette célébration était marquée par 3 jours d'érogation où on faisait des grandes processions avec des bénédictions, des chants et tout ça. Donc, il y avait cette préparation-là.
D'autres même, dans certains écrits, on demandait aux fidèles de pouvoir jeûner 3 jours avant pour se préparer à recevoir. Donc, pour les chrétiens aussi qui veulent vivre pleinement cette fête-là, ils peuvent se préparer par le jeûne, par la prière intense, pour recevoir ce que le Seigneur attend de lui. Avec tout ce qu'il y a dans le monde, parce qu'on sait que l'Église catholique a toujours un regard sur le monde, avec tout ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'on ne se dit pas que franchement, Jésus est vraiment parti? Non. Avec toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les guerres, toutes les menaces nucléaires, tout ce qu'on a, même au sein de l'Église, peut-être quelques soucis, des ententes, tout ça, est-ce qu'on ne se dit pas que vraiment il est parti? Une chose est de dire que parce qu'on ne voit plus Jésus physiquement, donc il est parti, l'autre chose est de dire qu'il n'est pas là. Le Seigneur l'a dit, il parle de nous l'espoir orphelin. Et donc, si on ne le voit plus physiquement, la présence du Saint-Esprit vient nous réconforter et on voit cette présence-là à travers différents objets, à travers différentes apparitions, à travers différentes motions de l'Esprit Saint qui agit dans le monde. Le risque, c'est de dire que comme il y a telle difficulté, voilà, donc le Christ est parti. Mais ce n'est pas que les difficultés qu'on voit dans le monde, il y a aussi des joies, comme des naissances. On voit aussi l'Esprit Saint qui agit dans les guérisons miraculeuses et tout ça. Donc, c'est dit que le Seigneur est présent. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs messes pour célébrer cette fête-là. Oui. Quel est le programme au niveau de votre paroisse? À Saint-Jean-de-Cocody, nous avons essayé de garder le même programme que pour les dimanches, c'est-à-dire 3 messes. La messe de 7h, la messe de 9h et la messe de 11h, où tous les fidèles, avec à la tête le curé, le père Hippolyte Anigori, sont invités à pouvoir commémorer cette fête-là avec beaucoup de joie surtout. Et l'homélie, si on va avoir un scoop, on va mettre l'accent sur quoi? Vous allez parler de quoi? De façon globale? De façon globale, je ne dirais pas que ce n'est pas moi qui vais prêcher ce jour-là, mais je crois que l'homélie de ce jour-là traitera des différents thèmes que je viens d'aborder en 3 points, en parlant de l'ascension du Christ comme attestation de sa divinité, l'ascension du Christ comme attestation de son unique médiation, et 3e point, l'ascension du Christ comme préfiguration de notre entrée dans le ciel. Voilà. Et chaque confession, c'est la même confession, les chrétiens, mais il y a différentes catégories, donc les chrétiens catholiques, évangéliques. Est-ce que vous avez, ces chrétiens ont la même façon de célébrer l'ascension? Je vais dire que là, mais ma connaissance ne me permet pas de pouvoir me prononcer sur d'autres églises évangéliques, parce que une chose est d'être dans l'église catholique, une autre chose est d'être évangélique. Parce que, voilà, d'autres parlent pas de la scène du Seigneur, nous on parle de la messe. Et donc, notre organisation est un peu plus différente. Mais toujours est-il que c'est la même joie qu'on soit évangélique ou catholique qui est prononcée dans l'Ascension. Voilà. Mais il faut savoir aussi que l'Ascension est fêtée 40 jours après Pâques. Et généralement, ce sont les jeudis, dans la 6e semaine de Pâques. Dans d'autres pays, par contre, c'est le dimanche j'ai failli dire le 7e dimanche de Pâques qui sera célébré. Ces jours-là, ces pays où l'Ascension n'est pas une fête de précepte, donc d'obligation, où ce n'est pas attribué à un férié particulièrement. Et on constate cela en Italie, au Portugal et en Espagne, si je me rappelle bien. Un message pour ces prêtres-là qui sont au fin fond, dans les hameaux, qui n'ont pas de moyens, mais qui font beaucoup. Je ne sais pas, il y a une pensée comme ça pour eux ce matin, et qui vont célébrer l'Ascension aussi, pas dans le même confort que d'autres. Un message pour eux? Alors, c'est dire à mes aînés dans la foi, à mes dévanciers, à mes confrères, que c'est toujours une joie de pouvoir célébrer le Christ avec ce que l'on a sous la main. Et en célébrant comme ça, il faut toujours se rappeler des premières heures de cette ascension telle que vécue par les apôtres, qui n'avaient pas grand-chose, qui étaient encore dans cette joie-là, plus ou moins naissante d'une église naissante, mais qui ont essayé de pouvoir tout donner et de pouvoir comprendre en fait ce mystère que le Christ leur donnait à travers sa divinité. Puisqu'en définitive, c'est ce que nous retenons. Jésus-Christ est en réalité Dieu. C'est pourquoi il ne reste pas sur cette terre, il va pour porter nos différentes intentions à Dieu son Père. Un mot aussi à la jeunesse, aux jeunes qui peut-être trouvent cette fête-là lointaine, qui disent que bon, c'est ancien, c'est caduque, ça fait ringard, on entend ça souvent, alors que c'est l'essence aussi de notre foi. Alors, aux différents téléspectateurs, chers amis jeunes qui me suivent actuellement, j'ai failli dire que dans notre monde, Jésus-Christ se présente comme la seule référence
comme la seule valeur sur laquelle on peut toujours compter. Et ce qui est intéressant dans le message de l'Évangile, c'est que Dieu vient nous rejoindre dans nos différentes faiblesses, dans nos différentes qualités, dans notre histoire personnelle. Le Dieu que nous prions, il n'est pas une idée abstraite, mais en réalité une personne qui a fait corps avec nous, qui s'est incarnée, qui a souffert la passion pour nous et qui aujourd'hui est prêt à nous aider à ressusciter avec lui et il est prêt aussi à nous inviter à le rejoindre dans le ciel. C'est donc une invitation, nous aussi, à rentrer dans ce projet tel que voulu par Dieu pour pouvoir vivre de la véritable vie, celle-même qui ne finit pas. C'est la même qui ne finit pas, d'accord. Donc après la fête d'Ascension, il y a d'autres fêtes très importantes dans l'Église catholique. Oui. Après l'Ascension, 10 jours après, nous allons célébrer la Pentecôte. La Pentecôte. Voilà, l'Esprit Saint qui sera donné aux apôtres et ils auront la force de pouvoir annoncer. Ce n'est pas la des bonne chiffres nouvelle. simples, hein. Il y a 40 jours après, 10 jours après, c'est bon. Oui, ce n'est pas des chiffres simples. Je vais Simple. dire 40, vous savez, dans la symbolisme. 40, c'est le carême. 40, ça fait passer à 40 jours du carême, 40 jours, les 40 du déluge de Noé, Noé, 40 années du peuple qui a traversé le désert, absolument. 40 jours de Jésus-Christ qui est lui aussi resté au désert dans le jeûne et la prière. Mais encore 40 aussi, c'est toujours j'ai failli dire, cet enseignement, ce moment-là de réception et de préparation pour un grand événement. Et 40 jours maintenant pour vivre et bénéficier de l'enseignement de Jésus-Christ après sa résurrection. Donc c'est vraiment symbolique pour... Et 10 jours après, on a Et la 10 jours Pentecôte. après, nous avons la Pentecôte. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, cette fête était célébrée simultanément, on célébrait simultanément et la Pentecôte et l'Ascension. Et c'est au fur et à mesure qu'on essaie de pouvoir détacher les choses. Mais justement, pourquoi Jésus part et il attend 10 jours pour amener son Esprit Saint? Et pendant ce temps-là, comment se sentent Il y a un moment de flottement. les gens qu'il a laissés? C'est ça? Oui. Pourquoi ce moment de flottement? Le texte nous dit 50 jours après, voilà, l'Esprit revient. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on commence à rentrer dans la sphère divine, on n'est plus en réalité dans le temps. Et le Seigneur a une autre manière de percevoir le temps. Donc, si nous, on veut rentrer dans nos catégories urbaines pour dire, bon, voilà, se figer à tel jour, bon, on risque un peu de passer à côté de ce qui est essentiel. Parce que vous savez, quand on lit les livres des Actes des Apôtres, quand Jésus-Christ est parti, quelqu'un qui va, bon, si dans une famille, je prends cet exemple, dans une famille, un père vient à partir et qu'on sait que le pied de la famille, plus ou moins, nous sommes déboussolés, on ne sait pas quoi faire et tout ça. Donc, il y avait un peu cette petite peur-là. Et c'est lorsque l'Esprit va arriver maintenant qu'ils auront ces outils nécessaires pour leur permettre de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Non, mais on se dit c'est peut-être symbolique, hein, comme Marco l'a dit, 40, 47, 10. Peut-être que ce temps-là a été fait Rien n'est fait au hasard. Hein. Rien n'est fait au hasard. On nous fait savoir un dosage, un savant dosage hein, pour tout ça. L'Écriture nous fait savoir que les apôtres sont rentrés au Sénat pour recevoir l'Esprit Saint. Et donc, ils ont utilisé ce temps-là comme un temps de préparation à recevoir cette troisième personne et la Sainte Trinité. Donc, ce n'est pas anodin quand même. Pour un grand événement, on se prépare pour pouvoir le recevoir, si c'est 2 ou 3 jours, ou peut-être 10 jours. Le plus important, c'est de s'y préparer. Mon père, ce week-end, c'est les baptêmes des enfants? À Saint-Jean, le baptême des enfants a eu lieu le samedi dernier. On est dans la période, en tout cas. Nous sommes dans la période des sacrements, de l'initiation chrétienne. C'est un moment très important pour Très important pour l'Église de Côte d'Ivoire, pour l'Église particulièrement d'Abidjan, parce que de nouvelles personnes vont agrandir la grande famille de Dieu. Et une naissance, c'est toujours un événement jovial pour nous. Et très souvent, pendant cette période-là, il y a beaucoup de confessions. Des personnes qui veulent se décharger de leurs péchés afin d'entrer dans ce moment de grâce-là. Oui. C'est toujours cette préparation pour pouvoir vivre les événements de ces différentes fêtes qui suivent. Tantôt qu'on parlait de la Pentecôte, après il y aura la fête du Saint-Sacrement. Et voilà, donc ce sont des grandes fêtes. Et quand on arrivera en août, l'Assomption, ce sont des grandes fêtes qu'on doit vivre en réalité avec beaucoup, beaucoup de ferveur. Cela requiert donc une préparation qui passe par le sacrement pour pouvoir, j'ai failli dire, demander pardon à Dieu pour nos fautes graves que nous avons commises. Voilà. Non, mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'on doit le célébrer comment? De façon festive ou bien dans le recueillement? La chose est assurante.
si on doit faire une petite comparaison, imaginez tant soit peu que vous soyez dans une famille et que votre frère ou votre père vous dit qu'il va travailler à l'étranger pour vous ramener beaucoup d'argent. Tout de suite, son départ, ce ne sera pas pour vous une peur ou bien vous ne serez pas tellement timoré par le départ, mais vous allez penser à ce qu'il va vous amener, qu'il vous fera plaisir. Lors des premiers transferts, on va oublier les douleurs, de la séparation. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut voir aussi, en fait, l'ascension qui sera ponctuée aussi par la venue de l'Esprit Saint. Donc c'est un moment de grande joie pour nous. C'est une grande nouvelle. La grande nouvelle, c'est que quoi? Nous aussi, nous avons une finalité, c'est de rejoindre Dieu au ciel. C'est pour ça qu'il faut célébrer avec beaucoup de face cette fête. Merci beaucoup, le Père Yannick Agnès, vicaire à la paroisse Saint-Jean de Cocody, qui nous fait l'honneur de son auguste présence ce matin dans le cadre de l'Ascension. Ce moment très important et très particulier pour tous les chrétiens, en général les chrétiens catholiques en particulier. La suite de Matin Bonheur avec la bénédiction du Père Yannick Agnès. Nous allons basculer maintenant dans une autre sphère de ce rendez-vous avec la pub, la météo et le JT, présenté bien sûr par Maï Sako. Vous êtes à Matin Bonheur, Dieu vous bénisse. Sous le parrainage de Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa, sous la présidence de Monsieur Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, l'Autorité nationale de la presse, ANP, organise la 9e édition du prix CNP d'excellence. Date le lundi 14 mai 2018, lieu Azalaï Hotel Abidjan, heure 17h. Éditeurs de presse, directeurs de publication, journalistes, hommes et femmes des médias, venez nombreux célébrer l'excellence. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt ce matin, on observera des pluies localisées dans les zones du littoral, puis le temps y sera progressivement ensoleillé. Partout ailleurs, on aura un temps partiellement nuageux avec une domination progressive du soleil. Les températures pour la matinée, on notera 26 degrés, comme maximale à Abidjan, comme à Diaké, 25 degrés dans le Gontogo à Bondoukou, 24 degrés à Boaké, comme à Daloa, et ça sera la minimale. 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 25 degrés dans le Poro à Korogo, 24 degrés à Man, comme à Odiéné, 26 degrés à San Pedro ainsi que sur la ville de Sassandra, 24 degrés à Tabou, comme à Yamoussoukro. En début d'après-midi, le temps sera ensoleillé sur la majeure partie du pays. Cependant, en fin de période, on aura des pluies parfois mêlées à des orages sur les régions du nord jusqu'à celles de l'ouest. Cette situation pourrait affecter en fin de période les zones du centre. Au sud et à l'est, on observera des passages de nuages denses qui pourraient favoriser des pluies localisées en fin de période. Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 34 degrés de maximale à Bondoukou ainsi que sur la ville de Boaké dans le Béké, 33 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa dans le Gord, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro comme à Sassandra. La minimale de 30 degrés concernera la ville de Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. De 6h30.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta arrive aujourd'hui à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec le Mali. La Côte d'Ivoire et le Mali, donc, ce sont un peu plus de 283 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux enregistrés en 2017. Alexis Ouedraogo. Le 5 avril dernier, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est accueilli par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. En visite de travail et d'amitié dans le pays, il souhaite l'intensification des activités de développement. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est une relation diplomatique entamée le 11 avril 1967, mais soutenue depuis 1962 par un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. Les échanges commerciaux sur l'année 2017 entre les deux pays se chiffrent à un peu plus de 283 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire importe du Mali le coton, le basin, le bétail, le tabac, mais aussi du matériel de transport routier. Le Mali, lui, reçoit en retour du pays le cacao, le café, la cola, la noix de cajou, le bois de grume et autres oléagineux. Aujourd'hui, avec la mise sur pied de la commission mixte ivoiro-malienne, il s'agit de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs clés, harmoniser les politiques de défense et de sécurité et mutualiser les efforts face à la menace terroriste transfrontalière. Il s'agit surtout d'encourager les hommes d'affaires à accroître et diversifier leurs activités de part et d'autre. Ils sont un peu plus de 2 700 000 les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. On les retrouve dans les secteurs du transport, du commerce et du bétail. La communauté est bien intégrée et contribue au développement de l'économie ivoirienne. C'est ce que nous disent Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Abattoir de Port-Boué ce mercredi, nous rencontrons Abdoulaye. Depuis un peu plus de 40 ans, ce Malien est installé en Côte d'Ivoire où il exerce dans la filière bétail. Depuis on est vie ici, on n'a pas de problème, normalement. On sort comment on veut, on rentre air qu'on veut. Quand tu ne touches pas les choses, on ne te touche pas. Mais voleur, il a son problème. La Côte d'Ivoire, il en est tombé amoureux. Elle est aujourd'hui sa deuxième patrie et ses enfants y sont parfaitement intégrés. Un peu plus loin de lui, Kader Maïga. Lui fait carrière ici à Abidjan dans le transport. Il est responsable d'une gare de la place, assurant la ligne Bamako-Abidjan. Chaque jeudi, on fait un départ. Chaque lundi, on fait un départ. En France CFA, Bamako direct, ça fait 25 000, Ségasso 20 000. Ça va parce qu'on est là, on n'a pas autre chose à faire si ce n'est pas ça. Oui, ça va quand même, on se nourrit dedans quand même. La communauté malienne installée en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimée à plus de 2 700 000 personnes selon l'ambassade. Elle évolue dans plusieurs secteurs d'activité que sont le transport, le bétail, le commerce et autres. Dans l'économie, je peux dire que dans l'économie ivoirienne, la plupart des Maliens, on part dans tout. Dans toutes les activités, les Maliens, on parle que ce soit de l'investissement, que ce soit du commerce naturel, que ce soit... Les Maliens font un peu de tout. Donc on est en Côte d'Ivoire comme on est au Mali. Pour l'arrivée ce jeudi du président Ibrahim Boubacar Keïta, la mobilisation bat son plein pour qu'un accueil chaleureux lui soit rendu. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le conseil a adopté notamment un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention du droit sur les biens culturels volés illicitement ou exportés, adoptée le 24 juin 1995 à Rome. Les fidèles chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui 10 mai la fête de l'Ascension. Elle marque la montée de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après la Pâque. Le sens et l'intérêt de cette célébration ici avec notre reporter Grace Kondo. L'Ascension est l'élévation de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Il siège désormais à la droite du Père et partage également sa gloire. L'Ascension représente la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et la fin de sa présence physique sur la terre. Nous pouvons tirer 4 sens principaux dans cet événement de l'Ascension. 1. Désormais, notre humanité est logée en Dieu. Nous devons faire en sorte que
nous soyons justifiés par le Christ pour gagner notre ciel et vivre éternellement auprès de Dieu. De deux, depuis son élévation, le Christ a maintenant une présence bien au-delà des monts et rivières. Et le troisième sens, le Christ nous promet maintenant l'Esprit Saint. Il s'en va physiquement, mais il nous dit, je vous envoie l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Et le quatrième sens que le Christ nous donne en ce jour de l'ascension, nous sommes appelés à vivre utilement notre vie pour gagner notre ciel. La fête de l'Ascension est un moment de conversion profonde des cœurs et de changement de mentalité. Dieu veut que nous vivions utiles en posant des actes qui construisent la vie, des actes qui bâtissent la cité et des hommes, d'où nous viennent des valeurs du vivre ensemble, des valeurs de vérité, des valeurs de joie, de solidarité, de partage. 10 jours après l'Ascension, les chrétiens vont célébrer la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Autre chose à présent, les activités de production des cartes nationales d'identité et de résidents ont repris de plus belle à l'Office national d'identification ONI. Ce mercredi, la structure a convié les journalistes à une journée porte ouverte pour constater l'effectivité de la reprise. Diakalidia Konaté, le directeur général de l'ONI, affirme que son entreprise a produit 1 371 482 cartes nationales d'identité de 2014 au 30 avril 2018 sur plus d'1 500 000 enrôlés. Gabriel Zani. La production des cartes nationales d'identité est plus que jamais relancée sur le terrain. Depuis quelques mois, la lenteur dans la production des CNI est en phase de passer depuis la réparation du système de production et d'information de l'ONI. Ce sont près de 300 000 cartes d'identité produites par l'ONI, Office national d'identité, sur près de 75 000 enrôlés depuis le début de l'année. Mais au constat dans la salle d'enrôlement, les Ivoiriens ne se bousculent pas pour établir leur titre d'identité. Il y a 3 catégories de cas que nous rencontrons. Justement, les 3e âges et puis ceux qui normalement devaient avoir la carte depuis 2009, qui n'ont pas pu s'enrôler. Et ensuite, effectivement, il y a des nouveaux majeurs dès 16 ans. Souvent, je mets ça sur le compte de la négligence un peu. Souvent, par manque d'informations aussi. Comme je dois passer le bac bientôt, donc j'en ai besoin. Et puis bon, parce que j'ai atteint l'âge d'avoir ma propre carte d'identité. De la salle de saisie des données au service de production des titres d'identité, le constat est le même. Retirer leur CNI demeure le plus difficile pour bon nombre de personnes. Des milliers de cartes s'empilent au fil des jours. Au jour du 30 avril 2018, plus de 8000 cartes sont encore non retirées. Pourtant, l'ONI travaille à éviter la congestion dans ses locaux d'Abidjan via son site internet et son call center. Nous avons atteint notre vitesse de croisière. D'ordinaire, au mois d'avril et mai, nous ne sommes pas à 76 000 cartes. Mais en raison des demandes qui étaient dans le workflow, dans le circuit de traitement, nous sommes aujourd'hui à plus de 76 000, tenter de satisfaire les usagers. Mais en plus de cela, nous avons pris des mesures d'accompagnement pour permettre aux usagers de suivre leurs demandes en ligne. Donc, nous avons réduit leur pénibilité. Nous avons mis en ligne une plateforme qui leur permet à tout point du territoire d'avoir le statut de leur demande. Et nous avons également mis en place un call center qui permet aux usagers de se renseigner sur leur statut. Alors, M. Ousmane, merci d'avoir patienté. Et bien, après vérification, votre carte est en cours de traitement. Donc, dès que la carte est produite, on va vous envoyer un message. Plus d'1 300 000 cartes nationales d'identité ont été produites de 2014 au 30 avril 2018 sur plus d'1 500 000 enrôlés. Une célérité jamais autant mise à l'épreuve. Les dossiers sont numérisés en temps réel, évacués au fil du lot. Et donc, tous les jours, nous n'avons pas de dossier en attente ici. Dès qu'ils arrivent, ils sont numérisés et exportés au site central automatiquement. Dans le site central, les informations sont transmises à la vidéocodage, puis renvoyées et ensuite acheminées à la vérification, la production et au contrôle qualité. Pour ce contrôle, nous devons mettre la carte sur le lecteur que vous voyez là. Quand la carte est sur le lecteur, toutes les données qui sont incorporées sur cette carte, il y a une puce à l'intérieur
Donc nous devons vérifier si les données sont conformes et si les impressions sont lisibles et si le laminat, le plastique brillant qui est là-dessus, protège bien la carte. La fiabilité de la CNI est assurée à 100%, selon les responsables de l'établissement. Nous sommes à plus de 46 personnes arrêtées et nous voulons rassurer les Ivoiriens, rassurer nos partenaires financiers et économiques pour leur dire, surtout les établissements financiers, que la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire est une carte infalsifiable. Pour l'heure, l'ONI assure que ces services sont ouverts et invite les pétitionnaires à se rendre dans les centres d'enrôlement en vue de retirer les cartes d'identité. Dans le domaine des ressources halieutiques, la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche de Côte d'Ivoire vient d'initier une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs du secteur. Ces acteurs de la pêche sont formés sur les nouvelles orientations de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, sur le développement du secteur. L'objectif est de contribuer à la durabilité de la pêche artisanale et à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Abou Sanougou. Le rôle des professionnels de la filière pêche dans la mise en œuvre des directives volontaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au centre d'une rencontre qui a mobilisé les acteurs de la filière pêche et la Fédération nationale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. La rencontre a également porté sur la prise en compte du développement de la pêche artisanale dans les activités financées par les accords de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il faut qu'il y ait une participation massive de l'ensemble des acteurs et même également les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, si le poisson n'est plus disponible, nous tous, nous allons le sentir. Vous-même, les communicateurs, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. C'est pour cela que nous nous félicitons de la tenue de cet atelier. Par ailleurs, le développement durable de la pêche artisanale se heurte, selon la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale, à de nombreux obstacles. Malgré cela, le secteur de la pêche artisanale joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, au dire du directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques. Notre département ministériel se tient à leur côté pour les aider à être responsables, pour les aider à maîtriser leur filière, pour les aider à moderniser leur filière, pour les aider à gérer leur filière, pour que ça soit rentable, pour que ça soit quelque chose qui permette de nourrir véritablement ces acteurs. Deux thèmes ont été abordés lors de cette rencontre: les directives de la FAO et les accords de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. À l'étranger, plusieurs explosions retentissent hier à Kaboul. La capitale afghane a fait face à des attaques complexes dirigées entre autres contre des commissariats de police. Le dernier bilan fait état d'au moins 7 morts et de 17 blessés. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque perpétrée dans l'ouest de Kaboul, tandis que les talibans ont revendiqué celle perpétrée dans le centre de la capitale. Les 3 détenus américains en Corée du Nord, prisonniers depuis plus d'1 an, ont été libérés. Libération à l'occasion de la visite de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain à Pyongyang, la deuxième depuis celle de fin mars. Objectif, discuter de la dénucléarisation du régime. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes. Merci Maï. Merci à vous également. Bonne journée. Merci. Vous travaillez? Bien sûr. Après aujourd'hui. Vous continuez la journée? Oui, pourquoi pas. Oui. D'accord. Bon début de journée. Hein. Bon début de journée. Ça me rappelle quelque chose. Ah oui, c'est la phrase désormais mythique de Nessie. Vous savez, on taquine Nessie. Si je ne taquine pas Nessie, c'est que je ne veux pas bien. C'est toujours la faute. Voilà. Et ça me fait plaisir de savoir que vous me taquinez de temps en temps. Bon début de journée. Allez, Abbas est avec nous, donc on va poursuivre l'émission avec lui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Abbas, ça va bien? Marcelin, ça va? Oui, je vais très bien. Ça va? Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Oh non, tu sais, Marcelin, il était à Tunisie. Il était en Tunisie, j'ai vu sa photo vers la Tour Eiffel. En Tunisie, ma photo vers la Tour Eiffel, waouh! C'est un montage? Oui, c'est un montage. Ne croyez pas. Il y a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel en Tunisie?
Ça dépend de dans quelle télévision il regarde. Ah, vous étiez en Tunisie, vous avez vu ma photo vers la Tour Eiffel? Non, toi, on m'a dit Tunisie. Ah, et puis j'ai vu Tour Eiffel. Ah, d'accord, Tunisie. Il y a un restaurant au plateau, t'avais Tunisie. Allez, il n'est plus à présenter, hein, Abbas. Mais si, il faut le représenter. Le représenter. Oui. D'accord. C'est voilà. Monsieur Abbas. Monsieur Abbas. Non, l'autorité, s'il vous plaît. L'autorité. Voilà. Le neveu de Abbas. Voilà. Non, le neveu duc. Autorité, neveu duc. Je suis quand même une autorité de ce pays. Et c'est le JT décalé avec vous. Oui. Allez, quel est le programme? Jingle d'abord, quand même. Ah, bien sûr. Avant de demander les nouvelles. C'est pas ce qu'elle fait à votre réalisatrice. Jingle. Là, il n'a rien fait, c'est la faute à Nessie. On y va. Non, aujourd'hui, nous allons parler des instituteurs et des femmes. Ah, les instituteurs et des femmes. C'est quoi le rapport? Voilà. D'abord, instituteur, c'est qui? C'est quelqu'un, il a son diplôme. Et puis, il a tout fait, malgré le diplôme là, il a tout fait pour entrer dans CAFOP. Quand il a passé le concours là, et tout ce qu'il y a comme tracasserie, quand il a eu CAFOP là, on dit bon, toi tu sors instituteur. Mais on l'envoie dans des contrées de la Côte d'Ivoire où le sous-préfet ne peut pas partir. Malgré ce diplôme là, quand il arrive, il n'y a pas de logement. Parfois, il n'y a même pas de classe. Mais il est instituteur quand même. Et puis, c'est bizarre. Ce gars qui se fatigue, qui fait tout pour donner de la réussite à nos enfants, parce que c'est le premier gars que nos enfants, quand ils veulent commencer la vie, c'est le premier qu'on voit. Ceux qui forment les directeurs de société, voilà. Les ministres, les présidents même. Mais comment se fait-il que tout le monde devient riche sauf lui? Il y a quel problème? Parce que là, je ne comprends pas. Tu ne vas pas les passer quelque part, puis tu vas dire non, la grande maison que tu vois, c'est pour un instituteur. Un cordonnier mal chaussé. Non, il n'est pas cordonnier, lui, il enseigne. Pas lui-même, il enseigne les cordonniers. Ah, d'accord. Donc, ça, moi, si je me demande, les instituteurs, là, bon, tout le monde veut rentrer dans le CAFOP, tout le monde. Parfois, même tu es à la maison, les gens t'appellent, Toto, il y a un concours de CAFOP, là, ils ne savent pas. Mais ils ont vu quoi dedans? Tout le monde veut être instituteur. C'est pour ne pas être riche, quoi. Ou bien c'est pour donner la possibilité aux autres d'être riches. Une richesse, c'est une richesse intellectuelle. Et ça construit pas maison. C'est un sacerdoce. Les instituteurs sont des soldats de la craie. C'est-à-dire ils nous forment. Et puis la vie, c'est pas la finalité dans la vie, c'est pas forcément d'être riche. Non. C'est d'avoir un bon cœur. Si vous avez des milliards que vous n'avez pas un bon cœur, vous ne valez rien. Ah non. Comme disait l'abbé Pierre. Non, l'abbé Pierre lui il a dit ça. Est-ce qu'il sait ce qui se passe à Gbenta? Il sait ce qui se passe partout. Il n'y a pas de classe. Oui. Les élèves même, ils ont peur de rentrer dans les classes. Après, c'est papo ils ont mis. C'est-à-dire, il n'y a même pas de briques qu'ils ont mis ensemble pour faire. Non, il faut regarder tout ça là. Les instituteurs aujourd'hui, ils souffrent. Moi, je pense que c'est ceux-là qu'on doit aider. Les instituteurs, il faut les aider. Parce qu'aujourd'hui, tu as la chance de voir les douaniers riches, les médecins riches, les ministres riches. Mais l'instituteur qui a formé tout cela pour qu'ils arrivent à ce stade-là, pourquoi ne pas les aider? Il faut aider les instituteurs, ça c'est important. Et ça doit être prioritaire et c'est primordial même. Aider les instituteurs. Surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. Voilà. Leur permettre de vivre dans un cadre agréable. Parce que l'instituteur d'Abidjan aussi, il est comme professeur. Pourquoi? À l'intérieur du pays. L'instituteur d'Abidjan, lui il est fan de grève. Lui il est fan de grève. Mais ce qui fait mal même, c'est quand les gens font grève de logement. Et puis les instituteurs de l'intérieur, eux font aussi. Et ils paient le logement là-bas. C'est vrai, on parle bien d'eux, mais ils paient le logement. Ah, donc vous voyez qu'ils ont quand même des avantages à l'intérieur. Mais oui, ils ont des avantages. Après, ils sont dans des maisons où il y a serpents, il y a scorpions. Je connais des instituteurs qui n'ont jamais payé. Qui n'ont jamais payé à manger. Non, c'est quoi on l'a dit, on n'a pas parlé. 1 an, 8 mois après leur installation, parce qu'on leur amène la nourriture. Tout le village, chaque famille. Tout le village. Il y a une magnifique solidarité qui est de mise à l'endroit. C'est pas solidarité. L'instituteur te dit, si tu n'es pas venu avec banane ou bien manioc, c'est que tu cherches, tu vas avoir. Mais tu es obligé de venir. Non, ils ne vont pas menacer quand même. Non, ils ne te menacent pas parce qu'ils ne chicotent plus. On dit qu'il ne faut plus chicoter enfants des gens maintenant. S'ils ont chicoté, ils sont mal. Donc, je voulais parler de ce cri de cœur pour les instituteurs. Maintenant, deuxième sujet, ça, je ne sais pas comment vous allez voir ça. Le gars, il a sa copine qui est venue. Sa copine est son élève. Elle vient chez lui. Au moment où ils sont en train de bien arranger le coin, parce qu'il était sûr que sa fiancée ne va pas venir. Sa fiancée tape à la porte. Au début, il pensait que c'était le voisin. Donc, il essaie de demander doucement, c'est qui? Et puis, elle répond, c'est moi. Il panique. C'est-à-dire, il a tellement regardé la télévision
RTI 1, qui dit à la fille, elle est Brad Pitt ou bien Angelina Jolie, il faut sauter du 4e étage. Ça, là, si ce n'est pas sorcellerie, parce que si elle sort par la porte normale, ta fiancée va la frapper, qu'elle la tuer. Bon, entre la fiancée la tuer et puis toi-même la tuer là-haut, c'est quel tuage tu veux? Ou bien quelle tuerie tu veux? C'est vraiment triste. Hein. Non, c'est pas triste. C'est surtout que la fille en question est son élève. Bon, élève là-même, t'es pas dit faire quoi là-bas? Justement. Peut-être qu'il y a des explications à donner. Il ne faut pas trop juger. Non, mais toi, comme ça, tu es l'élève de Marcelin. Tu vas aller faire quoi chez Marcelin là-bas? Elle peut venir, me demander des conseils. Je peux lui donner des conseils. Mais dans ce cas-là, je peux lui donner de bons conseils. Marco, dans ce cas-là, l'élève avait une relation amoureuse avec le professeur. Ah, donc, c'est ce dont vous parlez. Si toi, tu vas à la Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il prouve? Non, peut-être qu'il y a des cours du soir, des cours de renforcement. Moi, je pense que ce professeur-là, c'est pratique mystique qu'il voulait faire la petite là. Elle a eu peur des fétiches, à cause elle a sauté. Il faut arrêter le gars là, ou bien l'attacher lui-même par les pieds, puis tu le laisses descendre. Non, on va pas rendre de mal par le mal. Il y a fait de mal dans la justice. Non, mais c'est pas normal. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Hein. Mais c'est une histoire vraie. La fille a sauté du 4e étage. 4e étage. Et elle est décédée. Non, elle n'est pas décédée. Elle est morte sur le champ. Mais décédée, ça veut dire qu'elle avait un peu d'argent. Quelqu'un qui est élevé, elle a quoi? Prenons les vrais mots. Le professeur, il n'est pas bien. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Moi, je pense qu'il faut arrêter le professeur, l'attacher au 4e étage et puis le laisser tomber. Et puis nous prêter nous-mêmes sa fiancée. Nous, on va la consoler. Non, on va pas faire la verdict populaire. Il aurait dû affronter la situation. Non, sa fiancée a des cornes. Mais c'est triste. Au moment où il était là, il aurait pu se séparer, faire sortir la fille, régler ce problème. C'est pas tous les garçons qui savent séparer. Demande à Marcelin, il sait de quoi je parle. C'est pas tous les garçons qui savent séparer. Quand il y a parole à dos, moi, imagine-toi, mon épouse, et puis bon, imagine-toi séparer. Moi, il a aidé mon épouse à te frapper, même si ça m'a été dit de venir. Mais quand même. Non, mais pourquoi tu viens chez nous? Attends-moi ailleurs. Ça, c'est la totale. Non, mais je connais mes droits. Hein. C'est la totale. Dans ce cas-là, c'est le professeur qui a demandé à la fille de venir. Donc, c'est le professeur qui doit arrêter. Et c'est pour ça qu'il a marié le gars. Mine de rien, de plus en plus, on entend ces histoires-là. C'est triste, quoi. Il faut quand même mettre de l'ordre dans tout ça. Et je pense que le ministère avait un programme pour sensibiliser les uns et les autres par rapport à... Et ils ont dit zéro grossesse. Ils ne m'ont pas dit zéro cherchement. Non, mais ça ne se fait pas, un professeur sortir avec son élève. Ah non, on dit de ne pas sortir. Pourquoi qu'un instituteur va sortir avec élève? Là, c'est des petits, c'est des enfants. Mais professeur, on n'a pas encore fait sensibilisation de ça. Non. Si, ça se fait. Mais quand la fille déjà arrive en 3e, en terminale, elle est déjà grande. Elle mange déjà, donc elle est majeure. Mais quand ces femmes-là, on dit quoi, manger? De quoi parle le test? Ah, d'accord. Marcelin. Hier au niveau de la famille, on a parlé de la jalousie. Et c'est vrai, la réalisatrice donc, donne de très très bonnes informations. C'est vrai que les thèmes que nous développons ici au niveau de la famille sont très importants. Ça, c'est les crises de jalousie, parfois, il faut savoir se maîtriser. C'est la réalisatrice qui a donné le sujet. Non. Là, on est sérieux parce qu'au-delà des blagues, il faut quand même en tirer un soupçon de moralité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se maîtrise par rapport aux situations cocasses de jalousie. Comme ça, il faut avoir vraiment de la maîtrise. C'est très important parce qu'un drame est vite arrivé. Ah, mais oui, parfois, quand on donne des explications plausibles, après, on se rend compte qu'il n'y avait rien de grave. Parfois. Maintenant, Marcelin, quand tu vas dans les restaurants et puis tu vois une femme mariée avec son amant ou bien un homme marié avec sa maîtresse, ils vont dans un restaurant et ils commandent à manger et puis ils veulent prier avant de manger. C'est quoi ils recherchent là? La bénédiction du repas. Ou bien je vous assure que je ne sais même pas comment répondre à cette question. Je te respecte, monsieur. Non, tu me plais, je te respecte. Faut pas. On veut bénir le repas. Ça dit, toi, tu es femme mariée. Voilà, oui. Tu vas avec ton amant dans un restaurant. Tu es homme marié. Tu vas avec ta maîtresse. Vous asseyez devant plat. Et puis, c'est vous qui priez, Éternel, notre Père, c'est que nous allons manger. Tu cherches quoi là? Ça veut dire, toi, l'Éternel, là, tu ne le respectes pas, quoi. Tu es en train de faire l'Éternel quand tu suives dedans. Pourquoi? Mais ce sont des choses à ne même pas faire. Tu dis quoi? Ce sont des choses à ne pas faire. Donc, s'ils sont mariés, si quelqu'un a alliance et puis l'autre n'a pas alliance et puis ils viennent se donner bisous, on ne les sait pas dans le restaurant là.
Ou bien si on l'essaye, donc on laisser éternel où il est là. Mais il y a des pays où quand vous allez à l'hôtel, on demande le certificat de mariage. S'il faut ça ici, c'est que beaucoup sont mal. Il y a des pays, surtout les pays du Maghreb. Si on fait ça ici, là, tu es sûr que ça va aller. Certificat de mariage. Oui, mais non, il y a des pays... Il y a des photocopies pour se promener. Non, je suis sérieux. Il y a des pays. Il y a des pays où quand vous allez à l'hôtel, par exemple, on demande le certificat. Si vous devez prendre une chambre double pour vous êtes deux, on vous demande le certificat de mariage. Ah, c'est qu'il y a des gars qui vont avoir problème. Parce qu'ils aiment aller 2, 3. Ils vont demander combien de certificats de mariage ils vont pas dire. Au Maroc, par exemple, ça se fait. Quand j'ai dit que tu étais en Tunisie, vers la Tour Eiffel. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en vacances là-bas, voilà quoi, ça se fait. Et toi, tu as déjà vu ça au Maroc? Quand je suis assis ici, je ne vous entends pas bien en fait. J'ai vu ça où? Je n'ai pas l'habitude de fréquenter les hôtels. Non. Même à l'extérieur du pays, quand vous êtes en vacances, vous ne fréquentez pas. Vous partez à votre maison? Je dormez chez l'habitant où j'ai toujours des gens, où je connais des gens. Elle dort chez l'habitant. Mais c'était bien quand même. Donc je vais chez des amis, chez des parents, donc... Chez des amis surtout. Amis mieux à la fin, ou bien amis SEM. Avec E-I-X, avec E. Elle ne respecte pas la petite fille. Vous restez avec eux. Je suis une fille sage, très sérieuse. On n'a pas dit qu'il faut donner ton CV. On ne parle pas de ton palmarès ici. C'est quoi tu nous parles? Non, il faut respecter les gens. Franchement, je voulais parler de ça aujourd'hui. Ils ne vont plus prier. Voilà, non, franchement, il faut arrêter ça. Donc quelle est l'attitude à tenir? L'homme avec sa maîtresse. Avec ton amant, surtout les femmes. Parce qu'un homme, le plus souvent, quand il est avec une jeune fille, c'est travail. Mais c'est les femmes. C'est les femmes surtout. Ah bon? Oui, quand un homme marié va avec une jeune fille, c'est travail. Oui, il y a tellement de travail au boulot, c'est pour prolonger quoi. C'est pour prolonger un peu le boulot. Voilà, c'est tout. Mais quand c'est une femme mariée avec son amant, ça, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Si tu as choisi d'être marié, reste marié. Ouais. Mais ils ont choisi de rester mariés. Mais non, mais tu ne peux pas aller à ton amant au restaurant et puis tu as l'éternel, même lui, il est dans ses problèmes là, tu vas l'appeler pour qu'il n'ait qu'à vous surveiller. Il ne peut pas surveiller tout ça là. Hein? Il va surveiller tout ça là pour avoir quoi? La décence veut que comment on ne puisse pas prier quoi. Parce que non, quand même. Déjà la base. Et moi-même, ce qui m'a énervé, la base m'a faussé. Le gars même, il veut boire du vin. Il a servi vin, bière, tout ça, il a mélangé tout ça. Et puis, éternel, c'est qu'il va boire là. J'ai dit, mais toi aussi, produit chimique comme ça là, Dieu n'est qu'à te surveiller dans ça là. Non, c'est vrai. Bon. C'était pour vous dire ça. Merci beaucoup, Abbas. Merci bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Abbas. C'est toujours un plaisir de le retrouver dans le cadre de ce JT décalé. On a un reportage sur la prise de conscience des femmes, un reportage qui va nous permettre donc d'aller dans la dernière sphère de cette émission. C'est bien sûr la santé. C'est jeudi. Aujourd'hui, on va parler des vaccins. Attention, les vaccins, est-ce que ça marche? Et puis, comment mobiliser les énergies? Ce sera avec des personnes idoines qui nous parleront bien sûr de ce thème très important pour la santé. Vous êtes à Matin Bonheur, restez-y. En mai 68, tout ça, là, tout le long, tout autour, c'était que des tables, des tracts, des affiches. Et puis au milieu, vous aviez les gens qui se promenaient. Pour cette ancienne étudiante de la Sorbonne, et comme pour beaucoup de Français, mai 68 résonne encore comme une clameur libératrice, portée par des hommes et des femmes qui rêvent alors de faire la révolution prolétarienne. Mais même dans les cortèges, le machisme est présent, et les manifestantes prennent petit à petit conscience qu'elles doivent aussi se battre pour leurs propres droits. À l'époque, Hélène de Gainsbourg délaisse sa vie bourgeoise pour militer dans les usines. Il y avait une libération du corps, de la parole, de la rage, du désir, on va dire, hein, carrément. Mais en tant que femme, jeune femme, il n'y avait absolument aucune place, ne serait-ce que dans les assemblées générales, dans les réunions, les hommes prenaient la parole et les femmes, non. Et ils la gardaient. Pas d'interdit clairement énoncé aux femmes, mais dans son groupe d'extrême gauche Mao, tous les mots d'ordre, les tracts sont élaborés par des hommes. C'était plus la reproduction patriarcale, c'était l'oppression par des jeunes hommes de notre âge, on va dire les compagnons, les frères, on n'était pas à égalité. Sur les pavés de mai 68, les femmes engagées résistent à leur manière. C'était un féminisme en acte, d'une certaine façon, mais on n'était pas dans un langage féministe, on n'était pas dans un discours féministe. Le déclic, ça a été de prendre conscience
que des questions que je croyais être seulement les miennes étaient en fait collectives et partagées par d'autres. La même année, en juin, un petit groupe organise le tout premier meeting à la Sorbonne sur la condition des femmes. D'autres mouvements vont naître, comme le célèbre mouvement de libération des femmes. Le MLF est issu de mai 68, mais en même temps est une rupture avec mai 68. Il a fallu que nous disions aux courants gauchistes ou aux organisations gauchistes pour celles qui y appartenaient, bon, alors écoutez les mecs, ça va. Maintenant, c'est nous qui allons dire ce que nous voulons, ce que nous désirons. Dans votre affaire de jouir sans entrave, de baiser tous azimuts, de faire ce qu'on veut avec son corps, c'est votre libération à vous d'hommes, c'est pas la libération des femmes. Une prise de parole importante dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. La lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ici, en Côte d'Ivoire, on lutte pour que chaque enfant puisse bénéficier du programme du PEV, voilà, afin que tous les enfants de Côte d'Ivoire soient vaccinés, les enfants de 0 à 11 ans. Et nous avons, à 11 mois, nous avons nos invités sur ce plateau avec qui on parlera. Monsieur Célestin, docteur Célestin Boukalo-Kwasi, directeur départemental de la santé à Gagnoire. On a également Solange Koné, présidente de la FENOCI, Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Donc avec eux, on parlera des vaccins qui marchent ou pas et comment mobiliser les énergies. Mais avant, vous le savez, cet élément. Le vaccin est une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre la maladie. Cependant, bien qu'il procure un soutien au système immunitaire humain en le préparant au mieux contre les attaques des agents pathogènes, le vaccin reste tout de même l'objet de plusieurs controverses. Les problèmes qui font qu'il y a des femmes qui sont réticentes, elles trouvent que quand elles vaccinent les enfants, soit l'enfant a le corps chaud, ou il faut se déplacer aussi pour aller soit à 9 mois, soit à la PMI de Bassam. Alors que d'autres n'ont pas les moyens. Et cela fait qu'il y a d'autres femmes qui ne vont pas pour la vaccination. Il y a un manque d'information. C'est-à-dire que la population n'a pas accès à l'information réelle concernant les vaccinations. Le système immunitaire est quotidiennement exposé à d'innombrables virus, microbes et bactéries. Pour certains, le refus de se faire ou faire vacciner est dû au fait qu'ils ne sont pas ou sont mal informés sur le vaccin, d'où l'inquiétude manifestée à l'égard des adjuvants du vaccin, et pour d'autres, c'est bien un choix social. Toutefois, quelle que soit la raison, s'exclure de la vaccination, c'est mettre sa vie ainsi que celle des personnes en péril. Car sans mécanisme de protection, ces micro-organismes pourraient rapidement s'incruster dans l'organisme et éventuellement déclencher des maladies conduisant à la mort. On remercie le ministère pour tout l'effort qu'ils font pour la bonne marche des activités de vaccination. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, les principales maladies infectieuses sont éliminées par l'effort du ministère et ses partenaires. Malgré les multiples actions de l'État en faveur de la vaccination pour tous, certaines franges de la population restent sceptiques à l'idée d'encourager la vaccination. Ainsi, toutes les actions de sensibilisation sur le bien fondé de la vaccination et sur les risques auxquels s'exposent les personnes non vaccinées doivent davantage être renforcées. En outre, des prises de mesures par l'État visant à réduire les coûts et à favoriser la gratuité des vaccins et l'extension des campagnes de vaccination à toutes les villes et hameaux de notre pays permettrait l'accessibilité des vaccins à tous. Nous encourageons la population à venir se faire vacciner. Voilà. Donc, nous savons tous ce que c'est que la vaccination. Ça permet de protéger les enfants. Et aujourd'hui, à cause de la vaccination, les maladies comme la fièvre jaune n'existent plus. Et la poliomyélite est en train de s'effacer sur notre terre, qui est la Côte d'Ivoire. Je veux leur dire de venir à la vaccination parce que c'est très important. Dire non à la vaccination, c'est s'exposer et exposer sa communauté à bien de risques fatals. Plus le nombre de personnes vaccinées est faible, plus le risque de propagation des maladies évitables par la vaccination s'amenuise. D'où l'espérance d'un fort taux de population en bonne santé pour le bien-être aussi bien social qu'économique du pays. La vaccination en question, mesdames et messieurs, vous pouvez nous poser toutes les questions via nos démembrements des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et voilà, posez-nous toutes les questions. Nous sommes avec des personnes qui sont en mesure, en temps normal, de répondre à toutes les questions concernant les vaccins. Docteur Célestin Boukalo-Kwasi,
Bonjour, c'est quoi un vaccin? Comme l'a dit l'élément, bonjour. Bonjour. Je voudrais avant tout propos remercier Madame la ministre de la Santé qui a autorisé cette émission. Un vaccin, c'est une substance pathogène, comme on l'a dit, qui est constituée de micro-organismes dont l'inoculation, c'est-à-dire lorsqu'on vous injecte ce produit-là, ça vous confère une immunité, c'est-à-dire une protection à celui qui reçoit ce vaccin. Alors, vous, Madame Koné-Solange, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que les vaccins marchent? Les vaccins marchent. Je vous répondrai d'emblée que les vaccins marchent. Mais nous souhaitons que ça marche mieux. Mieux, c'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas et puis ça doit marcher mieux? Dites-nous tout. Je crois que nous avons suivi l'élément. Hein. Il y a encore des croyances, il y a encore des préjugés. Des mythes. Il y a encore des mythes. Il y a encore le fait que certains pensent qu'il faut faire des kilomètres pour aller se faire vacciner, alors que non. Le ministère fait d'énormes efforts pour que les services soient rapprochés des communautés. Donc, nous pensons que ces visions, ces perceptions doivent disparaître. Alors, est-ce que vous qui êtes dans la Fédération nationale des organisations de santé, vous avez certainement entendu parler du fait qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent autour des médecins? Quand on préparait l'émission, moi j'ai eu une information comme quoi on a eu des vaccins au Nigeria qui ont été remplacés par des... C'était que de l'eau. Et ce sont des choses qu'on entend fréquemment. Est-ce que le vaccin, ce n'est pas du business ou bien devenu du business? Vous en avez entendu parler? Oui, mais ce que je vais dire, c'est que je l'ai dit sous le couvert du ministère de la Santé, puisque le vaccin, c'est l'affaire du ministère de la Santé. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de business de vaccins à grande échelle. On ne peut pas dire que dans un système, tout est OK. Il peut y avoir que quelqu'un peut-être garde un flacon de vaccin par devers lui, peut-être. Mais le système lui-même acquiert des vaccins en toute sécurité. L'acquisition des vaccins en Côte d'Ivoire est en toute sécurité. Et je voudrais dire qu'actuellement, il y a les vaccins qui sont acquis sont à la direction du programme élargi de vaccination. Et ne commandez pas en Côte d'Ivoire des vaccins qui veulent. Il y a des personnes habilitées à le faire et rien que ces personnes-là. En tout cas, à notre connaissance, on n'a pas encore entendu parler de trafic ou de quoi à grande échelle. Alors, mais à travers le monde, là, c'est autre chose. Je ne peux pas me prononcer. Chez les autres, il y en a, mais chez nous, c'est propre. Quoi. Chez nous, c'est propre. Jean, vous ne voulez pas montrer votre visage avec la même bouche? Non, non, non. Je comprends votre prudence, mais de plus en plus, il nous revient qu'il y a des choses assez louches. Oui. Voilà, on ne dit pas des choses exactes ici parce qu'on n'a pas encore des preuves. Sinon, on entend de façon récurrente, on a des messages, tout ça, qui nous disent que parfois, il y a des choses qui se passent. Docteur Célestin Boukalo, combien de vaccins entrent dans notre pays chaque année? Est-ce que vous pouvez nous donner le ratio? Combien de vaccins? Les chiffres de vaccins, qu'on a combien de vaccins qui rentrent chaque année dans notre pays? Vous êtes le directeur départemental de la santé de Gagnoa. Je ne pourrais vous donner la quantité exacte de vaccins, mais je voudrais répondre un peu sur la question que vous avez posée à Mme Koné. Je voudrais vous dire que le vaccin que nous avons ici sont des vaccins sûrs, sont des vaccins qui sont préqualifiés par l'OMS et l'UNICEF. Ce ne sont pas des vaccins que nous commandons, c'est préqualifié. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que c'est des vaccins qui garantissent une certaine sécurité. Lorsque vous bénéficiez de ces vaccins, vous ne pouvez pas avoir de problème de santé publique. Normalement. Okay, normalement. Donc c'est vraiment vous rassurer pour vous dire que le vaccin que nous avons au niveau du PEV est un vaccin sûr et qui confère une immunité réelle aux enfants. C'est tellement sûr que vous n'êtes pas capable de nous donner le... Par exemple, vous êtes de la direction départementale de la santé de Gagnoa. À Gagnoa, vous recevez... C'est quoi le lot par an, en moyenne, que vous recevez? Si c'est tellement sûr, c'est qu'il y a une traçabilité, c'est qu'il y a un chiffre, pour nous donner un chiffre quand même. À Gagnoa, nous avons une cible pour les 0 à 11 mois de 19 098 enfants à vacciner dans l'année. Voilà. Avec le taux de perte et tout ça, nous sommes autour de 20 000 à 25 000 doses que nous recevons par an pour vacciner les enfants de Gagnoa. Alors, de plus en plus, il y a des campagnes gratuites de vaccination qui se font. Mais malgré ça, nous sommes à un taux de couverture
qui est de 95%, c'est ça? National. L'objectif national est de 95%. Ça, c'est l'objectif à atteindre. National, 95%. Naturellement, le taux est à quel niveau? Au niveau national, pour les vaccins tracés, ce sont les vaccins qui sont des indicateurs de la performance d'un service de vaccination qu'on appelle le PENTA. C'est une association de 5 vaccins. Nous sommes à 98% pour ce vaccin-là. Et le vaccin anti-rougeoleux, nous sommes à 92% pour ce vaccin. Au niveau national. À Gagnoua, pour ce vaccin tracé, nous étions à 100%. Pour le Pental, la combinaison de 5 vaccins, et pour le vaccin anti-rougeoleux, nous étions l'an dernier à 98%. Quelle est la différence entre la manière d'appréhender le vaccin, qu'on soit à Cocody, De Plateau, Port-Boué, ou qu'on soit à Gagnoua? Est-ce qu'il y a une spécificité dans l'appréhension des populations par rapport au vaccin? C'est plus dur de se vacciner à Gagnoua qu'à Abidjan ou vice-versa? Non, je pense que l'élément a été clair. Hein. Il y a quelques problèmes au niveau de la vaccination. C'est la compréhension, la connaissance de la vaccination. La connaissance de la vaccination, il y a une méconnaissance de la vaccination. Il y a des rumeurs qui disent que la vaccination, lorsque vous avez un vaccin, ça entraîne la fièvre. Et provoque donc, de pour maladies. cela, Oui. voilà ça. Alors que la fièvre est une réaction normale. Lorsque on vous administre une substance, l'organisme réagit. Elle réagit. C'est un système de protection. Et donc, c'est une réaction inflammatoire et c'est normal. Ça ne doit pas être un cas de refus. Et bon, certaines personnes ne connaissent pas, n'ont aucune information sur la vaccination. Il faut dire qu'au niveau du PEV, nous avons en routine des vaccins de bonne qualité et qui protègent l'enfant de 0 à 11 mois contre beaucoup de pathologies. On va peut-être en discuter. Allez-y, nous avons beaucoup de vaccins. Nous avons les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. Nous avons le vaccin contre l'hémophilus, qui est la méningite des enfants. La méningite, c'est une maladie, c'est une urgence de santé publique. La méningite cérébrospinale. Voilà, c'est une urgence qui ne doit souffrir d'aucun traitement dans les 24-48 heures. Un enfant maltraité en sort avec des séquelles qui ne peut pas s'adapter dans la société. Nous avons les vaccins contre la polio. Vous connaissez bien la polio. Un enfant handicapé est exclu de la société parce qu'il ne peut pas exercer certaines fonctions du fait de son handicap. Nous avons aujourd'hui le vaccin contre le rotavirus, qui est un nouveau vaccin qui a été introduit tout dernièrement, qui lutte contre la diarrhée. Vous savez, la diarrhée entraîne une déshydratation importante chez l'enfant et donc ça entraîne la mort. Nous avons ces vaccins. Nous avons même le vaccin contre le pneumo. Le pneumo, c'est un germe qui peut entraîner des otites chez l'enfant, qui peut entraîner des infections pulmonaires qu'on appelle des pneumonies, même entraîner des encéphalites, c'est-à-dire au niveau des méninges. Nous avons aussi le vaccin contre la rougeole. La rougeole, vous savez, c'est une maladie très grave. Contre la rougeole, nous avons même le vaccin contre la rubéole, les malformations congénitales. Donc aujourd'hui, le ministère de la Santé fait beaucoup d'efforts pour garantir une protection maximale aux enfants et permettre aux enfants d'avoir une santé, de faire avant le premier anniversaire. Les vaccins sont sûrs, les vaccins sont disponibles dans les centres de santé. Gratuits. Nous sommes là ce matin pour pouvoir sensibiliser la population sur le droit de l'enfant à être vacciné avant son premier anniversaire. Et surtout gratuitement. Gratuitement. Voilà. Parce que la gratuité n'est pas assurée dans certains endroits. C'est ce qui nous revient de façon récurrente. Il y a des endroits où ce n'est pas gratuit. Il y a des mamans qui se plaignent, qui nous envoient des mails. Il y en a même qui nous appellent pour nous dire qu'on leur demande quelque chose. En 2018, est-ce que c'est vrai encore en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Il y a des vaccins. Les vaccins du PEV. Je parle de ce qui est gratuit, on n'a rien mélangé ici. Les vaccins du programme élargi de vaccination sont gratuits. C'est de ces vaccins gratuits-là dont on parle. Nous savons qu'il y a des vaccins payants. Mais dans la gratuité, là, on fait payer les gens. Sinon, nous savons qu'il y a des vaccins qui sont payants. Ça, nous savons ça. Mais il y a des vaccins dits gratuits, qui doivent être gratuits. On fait payer des gens pour ça. C'est de ça que nous parlons exactement. Donc ne dites pas qu'on mélange, on ne mélange rien. On parle de quelque chose de précis. Je n'ai pas connaissance du fait que les vaccins sont payants en Côte d'Ivoire. Je vous dis, et je vous dis qu'avec assurance, que les vaccins du PEV sont gratuits. Mais je voudrais indiquer qu'il y a au niveau du ministère de la Santé une structure qu'on appelle l'Institut national d'hygiène publique, qui est une structure qui fait des vaccins recouvrables.
Ça n'a rien à voir avec les vaccins du PEV. Sinon, les vaccins du PEV sont gratuits. Alors, les campagnes, on voit que les vaccins ont beaucoup de bienfaits. Mais comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui sont encore, qui hésitent encore à faire vacciner leurs enfants? Il y a certains parents même qui ferment la porte aux différents agents de santé. Quel est le problème, le véritable problème? Quelles sont les idées reçues? Je pense que quand on parle de développement, c'est à plusieurs niveaux. Le développement, il est économique, le développement, il est social. Il y a donc un niveau de développement, quand on a atteint ça, on n'attend pas que quelqu'un vienne en campagne vous dire « allez vacciner votre enfant ». Je crois que c'est un peu ça. Sinon, les bienfaits de la vaccination ne sont plus à démontrer. Ça, je vais l'affirmer. Et dire que tout ce qui concerne les perceptions, les préjugés, la société civile y travaille. Et nous allons donner les messages justes. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui paraît comme un frein, nous allons le remonter au ministère. Justement, madame, vous êtes de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Est-ce que le ministère vous associe? Attendez, non, attendez, parce que ça ressemble trop à quelque chose qui est téléguidé. Est-ce qu'il vous associe à tous les moments, à tous les instants, au processus? Est-ce que, par exemple, vous êtes à même d'avoir des chiffres sur les vaccins qui entrent en Côte d'Ivoire, leur provenance, si exactement c'est certifié par l'OMS, ou bien vous êtes toujours avec eux, vous ne faites aucun contrôle, tout ce qu'ils disent, vous dites Amen? Je dirais que je ne suis pas une personne à dire Amen. D'accord, ça nous rassure, nous, les consommateurs. Je ne suis pas une personne à dire Amen, parce qu'aller à la société civile est un choix. C'est un constat que vous faites et vous voulez corriger quelque chose. Si vous dites Amen, en tout instant, vous n'êtes pas en train de jouer votre rôle. Donc vous vérifiez? Nous vérifions, nous sommes partie prenante à tous les niveaux. Exemple? Exemple, il y a au niveau du ministère un groupe de travail. Et ce groupe de travail inclut le gouvernement, la société civile, les partenaires au développement, et nous sommes invités. Lorsque d'ailleurs il faut certifier, ou bien j'allais dire, lorsqu'un projet doit partir aux partenaires, s'il n'y a pas la signature de la société civile, ce document est rejeté. Donc nous sommes partie prenante, et c'est même, j'ai été appelé par les ministères pour être à ces plateaux, pour vous dire qu'il y a une habitude de travailler ensemble. Et mieux, il y a à travers le monde un réseau d'associations de la société civile qui est autour de la question du vaccin. Et nous en faisons partie. La problématique du vaccin dépasse même nos frontières. En France, par exemple, il y a une certaine réticence. Il y a près de 11 ou 12 vaccins. Je ne vous apprends rien, que les Français refusent de se vacciner. Et quand on sait la coïncidence et la connivence entre la Côte d'Ivoire et la France, et chez nous aussi, c'est de mise, surtout dans nos contrées, dans nos villages. Alors c'est dû à quoi tout ça? Pourquoi cette réticence? Pourquoi le vaccin fait peur, docteur? Les déterminants qui constituent un obstacle à la vaccination, comme je vous ai indiqué tantôt, c'est la méconnaissance d'abord des vaccins. Ce sont les effets tels que la fièvre, souvent. Il y a aussi quand même le poids des valeurs socio-culturelles. Dans certaines sociétés, il faudrait que le père donne son autorisation pour faire la vaccination, ou le chef du village donne son autorisation pour faire la vaccination. Il y a ces poids-là aussi qui pèsent aussi dans le refus de la vaccination. Mais comme il a indiqué Mme Koné, la société civile nous aide énormément. Aujourd'hui, cette société civile est impliquée non seulement dans la sensibilisation des communautés, afin qu'elles puissent s'approprier les questions de la vaccination, en mettant en place des mécanismes, des comités au niveau départemental, au niveau villageois pour soutenir la vaccination. Il y a un projet qu'on appelle un parent pour 100 enfants au niveau des communautés. Ce sont des personnes modèles qui suivent 100 enfants en communauté afin que le statut vaccinal de cet enfant soit complet et correctement fait. Nous avons la recherche active des enfants qui ont manqué la vaccination. La société civile nous aide à rechercher activement tous ceux qui ont manqué leur rendez-vous. À partir de l'analyse du carnet de registre de vaccination, nous avons la liste de tous ceux qui ont manqué la vaccination
Et la société civile organise ce qu'on appelle les VAD ou les visites à domicile pour rechercher ces enfants-là et les ramener au niveau des centres vaccinateurs pour qu'ils bénéficient de ces protections. Il faut faire un distinguo pour le public. Il y a la vaccination de routine, hors campagne et en dehors des campagnes. Il y a la vaccination de routine des enfants. Je vous parle de la vaccination de routine. J'explique, c'est ce que vous expliquez là. Mais à côté de ça, c'est pour dire au fait que dans la vaccination, il y a un mode multiple et multiforme. Il y a la campagne, c'est une autre physionomie, et il y a la vaccination de routine qui est très importante aussi. Tout à fait. Alors, les vaccins qui se font en ce moment, ce sont des vaccins pour les enfants de 0 à 11 mois. Il y a des médicaments disponibles en grande quantité. Mais comment se fait-il que dans certains centres de santé, il y a des ruptures? Je voulais vous rassurer qu'il n'y a plus de rupture en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien, comme l'a indiqué maintenant la ministre, a engagé plus de 14 milliards. L'État a déjà déposé les fonds au niveau des partenaires. Combien de milliards? 14 milliards pour les vaccins, avec l'appui de ses partenaires. Il n'y a plus de rupture de vaccins en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus, mais qu'est-ce qui provoquait les ruptures avant? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne va plus retomber dans ces travers-là? Non, je ne vais pas revenir sur les difficultés. Il faut s'inspirer de ce qui s'est mal passé pour améliorer devant. Avec le leadership de notre ministre, il n'y a plus de rupture de vaccins en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de rupture de vaccins en Côte d'Ivoire. Il n'y en aura plus, vous pouvez nous garantir ça sur ce plateau? Il n'y aura plus de rupture de vaccins en Côte d'Ivoire, je vous garantis. Ça vous rassure cette phrase-là, Madame Solange? Ça rassure. J'allais dire que la question du vaccin, c'est un système, c'est une structure qu'il faut gérer. Et il peut arriver à un moment donné qu'il y ait une situation qui soit indépendante même de la volonté du pays. Parce que les vaccins sont acquis à l'extérieur. Il suffit peut-être d'un petit, j'allais dire, déréglage. Non, lui, il a affirmé qu'il n'y aura plus. Donc, on fait confiance. Il l'affirme. Mais j'ai dit aussi que nous, on joue un rôle d'éveil et on doit chercher à comprendre les choses. Ça fait plaisir. Ça. Donc, je me dis que les vaccins, en tout cas, nous serons là pour dire qu'il ne faut pas que le pays soit en rupture. Qu'est-ce qui est fait, moi, j'aimerais savoir, vous, au niveau de la fédération, pour aller convaincre un chef du village, quelqu'un qui représente dans la communauté, qui a une certaine représentation? Parce que c'est de là que partent les réticences, tout ça. Alors, qu'est-ce qui est fait pour aller convaincre le chef du village de Diekabo ou bien, je ne sais pas, de Pitiessi, afin que les femmes puissent aller de façon plus nombreuse à envoyer leurs enfants à la vaccination? De plus en plus, on ne souhaite pas que des organisations quittent Gaïwa pour aller à Sobri pour sensibiliser. Les organisations locales doivent elles-mêmes prendre, comment on appelle, l'activité en charge. Il y a donc les ASC, les agents de santé communautaire, qu'aujourd'hui le gouvernement reconnaît. Et il y a même, j'allais dire, tout un programme qui est fait et qui est validé par le gouvernement, qui reconnaît l'activité de l'agent de santé communautaire. L'agent de santé communautaire vient de la communauté, vient du village. On pense que ça rassure lorsqu'on connaît celui qui vous parle. Donc, il y a que cet agent de santé travaille avec les OSC, travaille avec les centres de santé et travaille avec les chefs de village. Moi, je pense qu'il y a une situation qui doit de plus en plus nous rassurer. C'est les chefs des villages qui sont devenus auxiliaires de l'administration. Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui répondants, plus que répondants, de la question de la santé de leurs administrés. Donc, de plus en plus, je pense que ça sera des partenaires, et c'est même déjà des partenaires pour la société civile et pour le ministère. Donc, nous faisons en sorte que non seulement les ASC soient présents, mais que l'action communautaire, c'est-à-dire avec des ONG, avec des coopératives de femmes, parce qu'il faut que les coopératives, que les bénéficiaires... Quel est le genre de formation, je m'excuse de vous couper, parce que quel est le genre de formation que les ASC reçoivent? C'est quel genre de formation? Est-ce que c'est fiable aussi? Il y a tout un... J'allais dire que le ministère a autorisé un curriculum de formation. Ce n'est pas universitaire ou quoi, mais c'est vraiment lié à leur activité communautaire. Et donc, on a des thèmes, on a des outils sur lesquels les ASC sont formés. Et c'est ces outils-là qu'ils utilisent sur le terrain. Est-ce qu'en dehors des campagnes, la population peut elle-même s'organiser afin que vous veniez vacciner les différents enfants? Oui.
En dehors des campagnes, une communauté peut s'organiser pour qu'on puisse faire la vaccination de routine. Très souvent au niveau opérationnel, je parle du district sanitaire de Gagnoa, en marge de certaines manifestations au niveau communautaire, nous sommes contactés à l'effet d'apporter des prestations gratuites, la vaccination aux enfants. Voilà. Donc une communauté peut susciter, mais je voudrais dire que nous avons plusieurs stratégies en matière de vaccination. Nous avons la stratégie FIS qui consiste à faire la vaccination au niveau du centre de santé, mais l'agent de santé va en stratégie avancée, c'est-à-dire au-delà des 5 km, il va en communauté. En immersion. Voilà, il va en communauté, après une analyse de la situation, il va en communauté avec l'appui des agents de santé communautaires, il va rattraper les enfants qui ont manqué la vaccination. Il faudrait dire que ces ASC-là font un travail très énorme. Ils font souvent dans certains villages le contrôle même du statut vaccinal. C'est-à-dire l'ASC d'un village donné peut, sur l'instruction de l'infirmier, aller faire le contrôle porte-à-porte du statut vaccinal et déterminer les enfants qui ne sont pas à jour afin qu'on puisse organiser des vaccinations en stratégie avancée. Messieurs et dames, nous sommes dans la semaine africaine du vaccin, de la vaccination. C'est une semaine très importante autant pour les ministères. Mais est-ce que les efforts que nous faisons, par exemple, vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, vous en tant que fédération, pouvez certifier qu'il y a un certain sérieux. Nous n'en doutons pas, on vous fait confiance. Mais est-ce qu'il y a des efforts conjugués au sein de toute la sphère de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'Afrique? Est-ce que vous travaillez de concert, comme même dit les politiciens? Est-ce que vous travaillez de concert? Nous avons le devoir de travailler de concert. Et il y a des réseaux, comme je vous ai dit, au travers desquels nous intervenons. Il y a, par exemple, pour l'Afrique francophone, un réseau d'OSC, d'agents de santé, d'organisations de la société civile qui travaillent ensemble pour non seulement, pas simplement pour l'éducation des communautés, mais pour être une sorte d'organisation de veille sur toutes les questions liées à la vaccination, la qualité, la participation communautaire et bien d'autres choses. Donc l'ONG, ce n'est pas simplement d'aller sur le terrain, de dire venez vous faire vacciner, mais c'est toute une stratégie qui s'est construite. Anticipation, prospection. Exactement. Et donc il y a aussi que Gavi, qui donne les moyens pour les vaccins, a permis aussi aux OSC de se constituer. Et c'est une organisation mondiale. Et la FEN aussi a un membre qui fait partie de cette organisation. On y entre par élection. Nous avons été élus pour vous dire le sérieux qui nous est reconnu de façon mondiale. Félicitations. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, parce qu'ici à Matin Bonheur, on n'invite pas n'importe qui. Docteur, le dernier mot vous revient. Est-ce que on n'a pas parlé aussi des voyageurs, parce que c'est une frange aussi importante, ceux qui voyagent, qui connaissent seulement les vaccinations lorsqu'on doit voyager. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude, soit dit en passant? Est-ce qu'il ne faut pas faire ça en amont? Bon, je ne sais pas, comment ça se passe? Oui, il faut se faire vacciner. Comme vous l'avez indiqué, le vaccin vous procure une protection. Donc il ne faut pas attendre le voyage avant de se faire vacciner. Ouais. Je voulais dire que la semaine africaine de la vaccination est une initiative du bureau régional de l'OMS qui a invité tous les pays membres à organiser chaque année une semaine de vaccination. Ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire, c'est tous les pays membres de ce bloc ouest africain qui organisent, qui font la promotion de la vaccination de routine. Ça a pour objectif de soutenir les plaidoyers des décideurs, de sensibiliser la population sur l'intérêt de la vaccination, sur le droit de l'enfant à recevoir les vaccins et qu'on appelle de proposer des prestations de qualité. Et je voulais dire qu'en janvier 2018, tous les chefs d'État africains se sont engagés à faire de la vaccination une priorité en Afrique. Donc c'est un engagement politique, technique et financier. Donc la vaccination est une réalité en Côte d'Ivoire. J'invite tous les parents à fréquenter tous les postes de vaccination actuellement durant toute cette semaine, qui est des postes qui sont dans les quartiers afin de pouvoir donner la chance aux enfants d'être protégés contre les maladies évitables par la vaccination. C'est gratuit. Merci beaucoup, Madame Koné Solange, c'est votre fête aujourd'hui, bonne fête des Solanges. Et puis merci aussi à vous, docteur Boukalo Kwasi. On a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Allez, c'est officiel, le vaccin Matin Bonheur est apposé sur votre épaule. Vous pouvez avoir donc toute une bonne journée avec ce vaccin renouvelable demain, 5h55. Bonne journée, ciao, ciao.